Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir, bienvenue. Les grandes articulations. Modernisation de l'administration, l'élaboration du programme est lancée par la Guinée avec l'appui de ses partenaires. Le chef de mission de projet ambitionne déjà le renforcement des capacités institutionnelles et la qualification des services publics. Rencontre du personnel judiciaire. Nous sommes à Koya où le garde des Sceaux veut s'assurer du respect des procédures en vue de l'examen rapide des dossiers. Il faut donc améliorer le cadre de travail. Le tribunal de la préfecture vient d'être rénové. Sport Ligue 1 de football, la 11e journée se joue ce week-end. Le classico entre l'AS Kaloum et le Horéaci est à l'affiche. C'est ce samedi même. Au stade Petit Sori de Nongo, chaque entraîneur mesure les enjeux de la rencontre. Une fois de plus, bonsoir. À présent, nous ouvrons cette édition par ce décret. Décret des 2025-0039 RG CNRD SCGG portant nomination au ministère de l'Information et de la Communication. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres et cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Conseiller principal, M. Mohamed Kondé, confirmé. 2. Conseiller chargé des réformes et de développement des médias et de la publicité, M. Mohamed Kantassouma, journaliste. 3. Conseiller juridique, M. Paul Sekou Yaraduno, juriste. Conseiller technique, M. Mfa Ousmane Kamara, précédemment directeur national des services de diffusion. Conseiller chargé de mission, M. Samba Camus Kamara, journaliste. Inspecteur général, M. Ismaël Fanta Traoré, précédemment inspecteur général adjoint. Inspecteur général adjoint, M. Alfred Oulemou, journaliste. Directeur national des services de diffusion, Mme Julienne Mathias, ingénieur. Directeur national adjoint des services de diffusion, M. Abdoulaye Koulibaly, consultant en télécommunications. Directeur national de la communication et des relations avec les médias privés, M. Boubacar Ba, précédemment directeur national adjoint de la communication et des relations avec les médias privés. Directeur national adjoint de la communication et des relations avec les médias privés, M. Amara Kamara, consultant en communication. Directeur général du Fonds d'appui au développement des médias, M. Souleymane Ba, confirmé. Directrice générale adjointe du Fonds d'appui au développement des médias, Mme Mam Randatou Diallo, précédemment directrice générale adjointe du quotidien Horea. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, M. Guialé Ngato Doré, confirmé. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Abou Moussa Kamara, confirmé. Directeur général du quotidien Horea, M. Ibrahima Kone, confirmé. Directrice générale adjointe du quotidien Horea, Mme Marie-Louise Diallo, journaliste. Directeur général de la radio rurale de Guinée, M. Ibrahima Souri Sissé, précédemment directeur général adjoint de la radio rurale de Guinée. Directeur général adjoint de la radio rurale de Guinée, M. Lancé Koulibaly, consultant. Directeur général de l'agence guinéenne de presse, M. François Mara. Directeur général adjoint de l'agence guinéenne de presse, M. Mahamoud Bari, journaliste. Directeur général du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication, M. Abdoulaye Djibril Diallo, confirmé. Directrice générale adjointe du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication, Madame Hadiatou Yayassal, confirmé. Directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel INA, M. Abdul Kader Keïta, confirmé. Directrice générale adjointe de l'Institut national de l'audiovisuel INA,
Madame Fatoumata Diarra Diallo, précédemment DGA de l'AGP. Directeur régional de l'information et de la communication de Kindia, Monsieur Morlaï Kamara. Directrice régionale de l'information et de la communication de l'AB, Madame Kadiatou Diallo, journaliste. Directeur régional de l'information et de la communication de Kankan, Monsieur Mamadi Kansan Doumbouya, journaliste. Directeur régional de l'information et de la communication de Nzélékoré, M. Mohamed Salioupaï, journaliste. Directeur régional de l'information et de la communication de Boké, M. Younoussa Tawel Kamara, journaliste. Directeur régional de l'information et de la communication de Mamou, M. Mamadou Patebalde, consultant. Directeur régional de l'information et de la communication de Farana, M. Sa Malik Kamara, consultant. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 14 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. C'est parti pour l'élaboration du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration, à en croire le chef de mission du projet, Awalou Ouedrayogo. Cette initiative a pour principal objectif renforcer les capacités institutionnelles et améliorer la qualité des services publics. La cérémonie est présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement. Ousmane Bangoura, compte rendu. C'est le lancement des travaux d'élaboration du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique en République de Guinée. Ce processus de transformation de l'appareil étatique mobilise membres du gouvernement, anciens premiers ministres, conseillers du président de la République, collectif des anciens hauts cadres, partenaires au développement, experts nationaux et internationaux. L'objectif de ce rendez-vous de Conakry est de bâtir une administration moderne, performante et centrée sur les résultats, capable de soutenir la mise en œuvre des politiques publiques. Le programme de réforme auquel on assiste le lancement sera un programme intégrateur. Il va capitaliser les forces et faiblesses de notre administration publique, prendre en compte les opportunités qui s'offrent à notre pays dans le cadre de la vision Simandou 2040. La modernisation de notre administration est essentielle pour mettre en œuvre le programme Simandou 2040, pierre angulaire du développement économique de notre nation. La modernisation de l'administration publique devra permettre de rendre plus efficace, plus accessible et plus transparente. Elle implique une simplification des procédures, une meilleure gestion des ressources humaines et financières, et l'intégration du numérique dans les services publics. Pour une meilleure amélioration de l'accès aux services publics, les experts recrutés à cet effet dressent déjà un état des lieux de l'administration publique guinéenne. Les principales préoccupations soulevées par notre collectif d'anciens hauts fonctionnaires. Le premier point, c'est la multiplication des structures et chevauchement des compétences. Le sureffectif des structures centrales, deuxième constat. En n'accordant pas suffisamment d'attention à la multitude des structures et à la connaissance précise de leurs missions et attributions, l'on s'est nettement aperçu du sureffectif des cadres et agents, surtout au niveau des services. L'idée centrale de notre équipe, c'est au-delà d'observer la Conakry et le fonctionnement des grands axes structurels de l'État, nous avons prévu d'aller vers les régions pour interroger véritablement le local. Parce que, quoi qu'on dise, le développement, il est localisé. Et c'est à partir du local que nous allons, par effet de boomerang, ramener la chose vers le central pour pouvoir informer les politiques publiques. Ce programme de stratégie de référence devrait permettre à l'administration publique guinéenne de garantir son efficacité en facilitant la construction d'un pont vers la prospérité des Guinéens. La Guinée, pendant plusieurs décennies, a évolué de crise en crise. Et l'objectif de la transition actuelle,
c'est d'en finir avec cette succession régulière et récurrente de crises structurelles qui font qu'à chaque pas, on fait 2 autres pas en arrière par la suite. La raison fondamentale de cette succession de crises réside dans le fait que le diagnostic véritable n'a jamais été fait. On a mis en relief des politiques centrées sur des individualités ou des groupes d'individus au lieu de s'interroger sur la nature profonde des dynamiques sociologiques de la société guinéenne pour apporter des réponses pertinentes et durables comme solution. La réforme, la transition du 5 septembre 2021, en posant les bases de la refondation de l'État, fixe le cap. Et ce cap est indispensable d'être suivi avec rigueur, cohérence. La Guinée, de l'indépendance à la période des années 2000, est dans un cycle politique qui est fini d'aller dans un processus en capacité de se renouveler. D'où les crises que nous avons connues. Et la crise a amené des réponses pertinentes avec une transition qui s'inscrit dans une logique de refondation politique, institutionnelle et de refondation de l'État. Au cours de ces 3 jours, les participants regroupés pour la circonstance tenteront d'analyser des enjeux susceptibles d'influencer le mécanisme de modernisation de l'administration publique de notre pays. Fini l'évaluation des partis politiques. Vous le savez certainement, un rapport provisoire a été présenté en fin octobre 2024. 90 jours ont été accordés aux partis politiques pour leur régularisation. Ce délai est épuisé. 75 partis sont finalement habilités à exercer leurs droits sur le territoire. Amadou Touré. 90 jours après la présentation des résultats provisoires de l'évaluation des partis politiques, comme prévu dans les textes qui régissent le fonctionnement des partis politiques en République de Guinée, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la direction des affaires politiques et de l'administration électorale, présente le rapport final de cette évaluation. Les résultats font cas à l'exercice sans entrave des activités de 75 partis politiques sur l'étendue du territoire guinéen. Ça fait 3 ans que nous sommes en train de travailler à assainir l'espace politique. On était à 350 partis politiques. On est revenu au moment de la prise des fonctions du général 2e secteur Ibrahima Khalil Condé à 211 partis politiques. Aujourd'hui, vous venez de suivre la présentation. 99 partis politiques ont émergé du lot en 2 formats. Il faut que les gens puissent aller au congrès pour renouveler les instances. C'est ça aussi une association politique. Être dans un parti politique, si ça ne vous aide pas à participer au développement du pays, ça ne doit pas vous empêcher de le faire. C'est important que chacun de nous puisse faire quelque chose pour faire avancer le pays. Nous nous réjouissons d'appartenir à la liste de 24 partis politiques autorisés à exercer sur l'ensemble du territoire, sous réserve de l'organisation de notre congrès qui ne dépend plus de nous. Poursuivant la synthèse du rapport, il est indiqué la suspension de 28 partis politiques, la dissolution de 27 autres et 4 partis sont mis sous observation pour une période de 3 mois. Nous félicitons les partis politiques qui ont bénéficié des certificats et nous encourageons les autres partis politiques qui sont mis sous observation de se mettre en règle dans le délai presque de ces 3 mois, les 90 jours, pour leur permettre de rejoindre l'espace des partis politiques de notre pays. Le même rapport indique que 24 partis politiques sont habilités à exercer leurs activités, mais sous réserve. Ceux-ci ont 75 jours pour se mettre dans les normes. Justice, Koya, le garde des Sceaux, est à la rencontre du personnel judiciaire, je vous le disais à l'entame. Il veut s'assurer du respect des procédures en vue de l'examen rapide des dossiers. Une volonté certes, mais dans la pratique, cela se concrétise également. La rénovation et l'extension des tribunaux sont effectives. Kerno Younoussaba.
Cette visite dans les juridictions vise à s'assurer de leur bon fonctionnement. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme veut toucher du doigt les réalités dans les cours et tribunaux. Ici à Koya, l'entretien avec le personnel judiciaire porte sur le respect des procédures, histoire d'impulser la célérité dans la gestion des affaires. Faire en sorte que les dossiers, les procédures que nous avons soient menées idéalement et que des délais raisonnables pour des procédures soient tenus. Ces dernières années, le tribunal de Koya est réputé pour le volume considérable des dossiers. Pour améliorer la capacité opérationnelle du tribunal, le personnel a initié sa rénovation et son extension, un effort conjugué qui va améliorer les conditions de travail des acteurs de la justice afin de donner une réponse rapide aux demandes des justiciables. Nous avons décidé, dès notre prise de fonction, de chercher à donner une meilleure image au tribunal de première instance de Koya. C'est le lieu et le moment, monsieur le garde des Sceaux, de remercier particulièrement le chef de greffe, de remercier mesdames et messieurs les magistrats et greffiers qui composent cette juridiction pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer. À l'entame de l'année 2025, j'ai dit avec beaucoup d'insistance que cette année, je la place sous le signe de la rigueur et des résultats. La justice doit retrouver sa dignité et son prestige, tout d'abord à travers les locaux qui abritent les magistrats. De ce point de vue, vous allez constater que beaucoup de chantiers qui étaient arrêtés vont démarrer très bientôt. Vous constaterez également que beaucoup d'autres chantiers nouveaux vont germer de terre comme champignons. Par cette réalisation, le tribunal de Koya exprime sa détermination à accélérer les audiences pour lutter contre les longues détentions sans jugement, ce qui va aider à respecter les droits des détenus. Plusieurs engins roulants offerts à la gendarmerie nationale. Une main généreuse de la société minière de Boké. Par ce geste, les capacités opérationnelles se renforcent en termes de sécurisation, surtout des sites de la SMB, ainsi que des populations environnantes. La remise a lieu au recommandement de la gendarmerie nationale. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Ce sont 5 pick-up tout-terrain avec des réglages de dernière génération. Ils viennent d'être mis à la disposition du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire. Le geste est de la société minière SMB Mining Company et vise à renforcer le dispositif sécuritaire dans la région de Boké, zone d'implantation de la société. Nous sommes très honorés de vous remettre officiellement 5 véhicules qui vont venir compléter déjà les premiers véhicules qui sont à notre disposition sur nos terrains d'activité. La sécurisation de nos infrastructures, la sécurisation des femmes et des hommes qui composent notre compagnie et qui font la fierté de notre secteur. En recevant ce don et fidèle à sa mission de protection des personnes et de leurs biens, le haut commandant de la gendarmerie nationale a rassuré le donateur de son accompagnement constant pour maintenir un environnement stable et sécurisé dans la zone de production minière. Ce don de véhicules témoigne la qualité du travail abattu par les gendarmes auprès de la SMB, mais aussi la volonté de la SMB à accroître les capacités opérationnelles de cette unité qui œuvre auprès d'elle depuis plusieurs années. Une fois de plus, ces véhicules, ce qui est sûr, viendront améliorer la capacité opérationnelle de nos unités dans la sécurisation non seulement de la SMB, mais aussi de la population environnante. SMB constitue aujourd'hui une référence de type de sécurisation que nous offrons à toutes les sociétés. Présente en Guinée depuis plusieurs années, la société minière de Boké, SMB, œuvre dans l'exploitation de la bauxite. L'institution n'est pas à son premier geste en faveur de la gendarmerie nationale, un acte qui s'inscrit en modèle de collaboration entre le secteur privé et les forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, depuis le 8 mars, son statut d'intérimaire a pris fin, devenant ainsi directrice générale des impôts. Il s'agit de Fatoumata Koula Diallo, première femme à occuper ce poste. Avec plein de défis à surmonter, elle est entrée en fonction ce vendredi, suivie de son installation. Mamadou Saliouba, Salifou Sila. C'est la toute première femme
à être promu à la tête de la Direction générale des impôts. Intérimaire durant quelques semaines, désormais confirmé par décret le 8 mars dernier. Une date qui rappelle la célébration des droits des femmes. Une heureuse coïncidence pour Dame Diallo. Sa prise de fonction est officielle. Afin d'atteindre les objectifs, il est primordial d'instaurer une relation de confiance avec les contribuables, fondée sur la transparence, l'équité et la responsabilité dans toutes nos prises de décision. Ma mission consistera alors pour œuvrer dans un système fiscal plus juste, inclusif et économique. Ce sens de la responsabilité l'invite donc, après son expérience avec ses collaborateurs, à tendre la main à nouveau à ses collaborateurs et collaboratrices pour continuer à travailler sur les objectifs qui leur ont été assignés. Cette promotion est l'une des volontés du chef de l'État, celle d'accroître la représentativité des femmes à des postes de décision. La Direction générale des impôts confirme cette ambition présidentielle. Une marque de confiance certes, mais surtout une responsabilité et de collégialité. Nous avons reçu l'instruction du président de la République de conférer un cachet particulier à cette cérémonie pour dire qu'il fait ce qu'il dit quand il dit qu'il va faire la promotion de la femme. Mettez tout ceci derrière vous et soutenez-la. Donc sa réussite est votre réussite. Juste après sa prise de fonction, place à l'installation de la directrice générale des impôts. Principal défi, poursuivre les réformes de mobilisation et de sécurisation des recettes fiscales. Au même moment, amélioration des relations professionnelles de travail en Guinée, cela passe par l'inspection générale du travail. Pour cette année, de grandes ambitions sont affichées. On cite un exemple, le renforcement des contrôles dans les entreprises et c'est autour d'une rupture collective. Mamadi Ternakamisoko nous donne les détails. Gendarme de l'État en matière de respect de la législation du travail en vigueur, l'inspection générale du travail compte pleinement jouer son rôle auprès des entreprises et des employés. Autour de cette rupture collective, le personnel évoluant dans la zone spéciale de Conakry fixe le cap de l'année 2025. Cette rupture collective de l'inspection générale du travail nous permet aujourd'hui de nous retrouver et d'échanger autour de tout ce que nous avons eu à accomplir et tout ce qui reste à accomplir. Moi, je suis là depuis 1995. On n'a jamais vu ça. Donc, avec la nouvelle équipe, nous souhaitons que cela perdure. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a mis au centre de ses réformes prioritaires l'inspection générale du travail. Les attentes sont grandes et l'équipe actuelle semble mesurer la portée de sa responsabilité. Les perspectives et les tendances sont vraiment en train de changer. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de complaisance possible quand il s'agit du droit du travailleur, du respect de la législation du travail. Il n'y a pas du tout de complaisance. Nous sommes ouverts. Nos objectifs sont clairs, nos missions sont claires. Nous demandons à toutes les entreprises et aussi aux employés de frapper à la porte quand il est nécessaire de le faire. Cet échange direct dans un cadre informel a marqué ces contrôleurs du travail. Désormais, ils s'engagent selon leur mandat à informer et conseiller les employeurs, les salariés et les représentants du personnel sur les dispositions applicables pour un environnement de travail paisible et durable en Guinée. Commune urbaine de Kindia, bientôt un lycée d'excellence va sortir de terre. La pose de la première pierre est déjà faite. L'infrastructure à l'avenir va promouvoir l'enseignement de qualité, une démarche soutenue par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Maïmouna Bella Diallo. Sur ce site sera bâti très bientôt un lycée d'excellence. Nous sommes au quartier Bamba, dans la commune urbaine de Kindia. L'initiative est des autorités guinéennes à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Cette cérémonie de pose de la première brique témoigne de la matérialisation de l'ambition de doter la ville des agrumes d'un lycée tel qu'il est présenté sur la maquette. Ce bijou que Kindia vient de bénéficier
on ne saura que demander au Tout-Puissant pour que beaucoup d'enfants de Kilia et le Bamba même soient maintenant encadrés dans cette école-là que nous venons maintenant de poser la première pierre. Un délai d'exécution de 10 mois a été accordé à l'entreprise en charge de l'exécution de ce projet. Cette école est composée comme suit. Il y a un bâtiment principal de R+2, c'est-à-dire 2 étages, qui comprend 12 salles de classe, des laboratoires, un amphithéâtre, des blocs de toilettes qui accompagnent, des dortoirs qui peuvent recevoir jusqu'à 200 élèves, filles et garçons. Terminé, l'infrastructure scolaire devrait contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement et à réduire les longues distances pour les lycéens de la contrée. C'est un lycée moderne qui comporte toutes les commodités et à régime internat. Je sais déjà que nos prédécesseurs vous ont présenté le projet. En ce qui nous concerne en tant qu'entreprise, nous vous renouvelons notre engagement de respecter rigoureusement les prescriptions techniques. La réalisation de cette école est un véritable ouf de soulagement pour les populations de Bamban, commune urbaine de Kindia. C'est pourquoi elle s'engage à accompagner l'entreprise pour la réalisation de ce projet. Fini la mise à disposition de la plateforme unique de documentation. L'utilisation de cet outil d'apprentissage intéresse le département de l'enseignement supérieur. Les étudiants se familiarisent avec cette plateforme innovante qui contient 2 millions de ressources documentaires. Mounir Bari, explication. La mise en place de la plateforme unique de documentation est aujourd'hui une des avancées majeures dans l'enseignement supérieur. Pour booster les compétences opérationnelles à l'utilisation de cet outil numérique, des techniciens sont déployés pour former les principaux bénéficiaires. Dans les universités, les institutions d'enseignement supérieur, il y a un déficit de documentation, ce qui amoindrit en fait la qualité de la formation. Les bibliothèques physiques n'offrent pas la possibilité à autant de personnes d'avoir accès aux numéros qui sont existants. Et puis de notre côté, vous avez aujourd'hui de plus en plus le développement des moyens numériques. L'État nous a donné une opportunité en nous offrant une plateforme de plus de 2 millions de documents. Voici comment on utilise l'utilisation. Tu pars sur Parcoursup, tu mets ton INE, ton mot de passe lors de tes orientations. Une fois rentré là-bas, tu vas voir différentes thématiques. Pour réussir le pari, les dispositions sont prises par le département afin de permettre une utilisation rationnelle et judicieuse des ressources documentaires disponibles. Aujourd'hui, l'accès à la documentation va être davantage facilité et ça fait partie de la qualification du système d'enseignement supérieur et de recherche. Aussi, l'employabilité des étudiants s'entre dans le processus de qualification de formation pour qu'ils deviennent des ressources compétentes, non seulement pour leur propre emploi, mais aussi pour le processus de développement national. La Guinée, les enseignants guinéens étaient vraiment presque les enseignants pauvres en matière de documentation. Aujourd'hui, cette plateforme Pludoc, alors qui comprend 2 millions d'ouvrages. Avec l'octroi des ordinateurs aux étudiants par le département, le ministre jette les bases réelles d'un véritable développement de l'écosystème numérique. Santé et une seule question, comment booster la santé maternelle en Guinée? Acteurs et partenaires se retrouvent à Conakry. Il s'agit de la 3e réunion de Sirmania, un espace pour définir des orientations précises afin de rehausser les indicateurs de la santé maternelle. Kerno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara, Daouda Tabansila. C'est la 3e réunion de coordination technique multisectorielle de la santé maternelle, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et la nutrition. Ce rendez-vous de Conakry réunit l'ensemble des acteurs engagés dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et les inspecteurs régionaux du pays. Au-delà de passer en revue nos interventions, que c'est aussi un moment de partage de ce qui se fait dans les autres départements, donc de renforcement de la collaboration, aussi bien au sein de nos départements, à l'intérieur même du ministère de la Santé, mais aussi renforcer la collaboration entre les autres départements. À notre retour dans nos régions, nous avons
à faire la restitution de toutes les recommandations qui vont découler de cette réunion, mais aussi faire des plans d'action détaillés pour permettre vraiment d'améliorer tous les indicateurs de la SR Mania. Au-delà d'être une coordination, la SR Mania est une plateforme d'échange et de partage d'idées. À cette troisième réunion, les acteurs ont élaboré le bilan de cette coordination au compte de l'exercice 2024. Cette réunion de coordination constitue une plateforme essentielle où nous devons ensemble analyser les progrès, identifier les défis persistants et convenir des actions stratégiques et opérationnelles à mettre en œuvre pour améliorer les indicateurs de la SR Mania. Au sortir de cette réunion de Conakry, des recommandations ont été formulées. Elles vont dans le sens du renforcement de la planification, de l'optimisation des interventions en faveur des populations les plus vulnérables. Santé toujours. Cette fois-ci, à Boké, l'hôpital régional aura bientôt une centrale d'oxygène. Le gouverneur de la région a récemment lancé les travaux. C'est un financement de l'UNICEF afin de soulager les patients dans cette partie de la Guinée. Younous Atawel Kamara. Le personnel soignant de l'hôpital régional de Boké va bientôt se frotter les mains. Sa structure sanitaire aura désormais sa propre centrale d'oxygène. C'est une initiative du ministère de la Santé sous financement de l'UNICEF. La réalisation de cet édifice public qui reçoit tous les jours les patients venus de partout pourrait contribuer davantage à offrir un service de santé de qualité pour sauver des vies. L'oxygène est très nécessaire pour la prise en charge de beaucoup de malades. Nous remercions le général Mamadi Doumbouya qui ne ménage aucun effort pour faciliter les actions de la santé dans la préfecture de Boké. La pose de la première pierre de la construction de cette centrale d'oxygène constitue un ouf de soulagement. Si l'État, à travers la vision du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya aujourd'hui, on a l'opportunité d'abriter la fabrication de l'oxygène sur place, on ne peut que s'en réjouir. Après la pose de la première pierre par le gouverneur de la région de Boké, les ouvriers de l'entreprise en charge des travaux s'activent à respecter le délai contractuel prévu pour 3 mois. Nous avons commencé les travaux et nous avons fait déjà une mobilisation en personnel, en matériel et matériaux aussi. Nous avons pris toutes les dispositions par rapport à l'exécution de ce projet dans les règles de l'art. Par cette initiative, le gouvernement guinéen et son partenaire UNICEF expriment ainsi leur volonté à renforcer le système sanitaire de l'hôpital régional de Boké en l'équipant des matériels adéquats. Sur tout autre plan, jeunesse et développement local, c'est le thème d'un forum sur la vulgarisation du vaste programme Simandou. Le cabinet international Simaco organise l'événement. Il est question d'expliquer la portée de cette vision présidentielle pour l'insertion socio-professionnelle de la couche juvénile. Mikini Moussa Kamara, Noumousso Diakité. Ce forum a permis aux jeunes de Conakry de s'informer sur les enjeux du développement local et les opportunités offertes par le projet Simandou. Il a également servi de plateforme d'échange et de réflexion sur les initiatives à mettre en place pour favoriser l'implication de la jeunesse dans la construction d'un avenir prospère pour la Guinée. Nous avons organisé cet événement pour accompagner l'ambition politique du président général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a décidé de développer notre pays d'ici 2040. Que notre pays soit un pays émergent d'ici 2040. Que notre jeunesse soit une jeunesse efficace et une jeunesse représentative dans la sous-région d'ici 2040. Le ministère de la Jeunesse est le soutien institutionnel de ce programme. Mais au-delà, aussi la vulgarisation de la vision Simandou 2040. Alors c'est une bonne initiative à soutenir et à encourager au regard de la mobilisation qu'ils ont eu à faire
Moi, j'ai dit que c'est important parce que ça touche une cible qui doit être la force motrice du processus de développement de notre pays. Le projet Simandou offre des perspectives considérables en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques. À présent, quelle suite donner à l'incendie du dépôt pétrolier de Kaloum? On parle maintenant de la relance de l'économie des femmes. Le Fonds monétaire international a mis la main à la poche. 5 millions de dollars sont accordés à la Guinée. Mais comment accéder à ce financement? Les modalités sont expliquées aux populations. Là, c'est Kamisoko, Alpha Camara. Un an après l'incendie du dépôt pétrolier du Koronti, l'État guinéen et ses partenaires s'activent dans la relance de l'économie locale. À travers la facilité de crédit du Fonds monétaire international, le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles de Guinée FAEF bénéficie de 5 millions de dollars américains. Destinés aux femmes porteuses d'initiatives, les conditions d'accès à ces fonds sont expliquées. Ce sont des rencontres de sensibilisation avec les sinistrés, pour que les sinistrés prennent en main leur destin, qui nous proposent des projets impactants pour la commune et qui va changer définitivement leur vie. Les conditions sont très simples. Il faut être sur la liste officielle des sinistrés. Il faut également habiter, avoir un certificat de résidence, avoir une carte d'identité en cours, valide, 2 photos d'identité, et puis accepter pour les ménages concernés de suivre une formation en éducation financière et pour finir, être résilient et avoir de bons projets. Visant à accompagner les ménages affectés par cet incendie en leur fournissant des lignes de crédit pour financer des micro-projets générateurs de revenus, cette initiative tombe sur de bons pieds dans les différents quartiers de Kaloum. Grâce à l'aide du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, nous avons écouté les explications qui vont en droite ligne avec les besoins de nos femmes, de nos braves femmes. Le président a fait recours à nous, le général Mamadi Doumbouya. On le remercie très sincèrement avec l'initiative là. Né de la volonté du chef de l'État, dans le but de soutenir l'éclosion du potentiel féminin, le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles de Guinée a déjà accompagné 322 ambulantes de Conakry et facilité la formalisation de plus de 500 entrepreneurs féminines. Et puis, le ministère de l'Habitat vient de tenir une rencontre stratégique. Elle regroupe partenaires nationaux et internationaux évoluant dans l'immobilier. C'est pour exposer les ambitions du Salon de l'investissement de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, SIMEA en abrégé. La mobilisation des acteurs locaux est l'une des recommandations. Souleymane Kamara. Dans le cadre des préparatifs du Salon international de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, qui se tiendra à Paris du 11 au 13 avril prochain, la Fédération nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Guinée est au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, en compagnie des professionnels du secteur. Le CIMEA permettra aux entreprises de rencontrer directement la diaspora guinéenne résidente en Europe, particulièrement à Paris. Et ça sera l'occasion pour la diaspora d'investir en Guinée d'une manière ou d'une autre, tant pour préparer leur retraite, donc leur retour au pays. Avec plus de 6000 visiteurs attendus, dont les représentants de 10 pays africains, le salon offre une vitrine unique pour promouvoir les projets locaux et attirer des financements. La diaspora n'a pas besoin maintenant d'aller acheter des terrains ailleurs, venir à Doha. Nous avons des appartements, nous avons des opportunités pour eux. Il suffit seulement de choisir le bien, de payer une avance de 10% et le reste maintenant vous payez à votre convenance pendant le délai de construction et vous avez votre appartement avec clé en main. C'est un sujet sur lequel nous sommes déjà très sensibilisés, donc c'est quelque chose que nous comprenons et que nous comptons vraiment accompagner du mieux que nous pouvons pour que les Guinéens de la diaspora puissent comprendre qu'ils sont pris en compte dans les politiques à la fois de l'État mais aussi des institutions privées que nous sommes. Le CIMEA 2025 de Paris vise à créer un pont entre les entreprises locales et les investisseurs de la diaspora, tout en stimulant le développement économique du pays. Nous saisissons cette opportunité pour mieux vendre le programme que le gouvernement envisage pour l'ensemble des Guinéens et aussi ceux de l'étranger,
qui consiste la diaspora, pour mieux les dire que les possibilités que nous avons ici à offrir pour les résidents et les non-résidents. Le CIMEA 2025 se positionne ainsi comme un catalyseur pour l'investissement immobilier et énergétique en Afrique de l'Ouest. Les initiateurs appellent à une mobilisation massive des acteurs guinéens pour faire de cet événement un succès. Un peu plus loin de Conakry, lancement de la construction des sièges et logements des trésoreries préfectorales. Kerouani n'est pas en marge, une initiative du gouvernement guinéen mise en œuvre par le département de l'économie et des finances. Derrière ces travaux, il faut espérer à la mobilisation accrue et à la meilleure gestion des ressources. Fodé Bangali Fofana, correspondance. La commune urbaine de Kerouani, une commune qui change radicalement de visage, cela grâce aux multiples efforts du gouvernement sous la clairvoyance du général président Mamadi Doumbouya. Le lancement des travaux de construction des bâtiments administratifs et logements du directeur au compte du Trésor public ici à Kerouani, marqué par cette pose de première pierre. Nous félicitons cet énième projet de la construction du siège de la trésorerie préfectorale de Kerouani. À travers ma voix, la population de Kerouani certifie son adhésion totale aux idéaux du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya. Ça, c'est premier du genre, de voir que les retraités ont un bureau. Auparavant, on nous ballottait de bureau en bureau. Dès que le besoin arrive pour ceux qui sont en fonction, on nous dérange. La construction de ce bloc administratif du trésor préfectoral de Kerouani est l'une des preuves tangibles de la bonne marche de la refondation prônée par les nouvelles autorités du pays. Le ministre de l'économie et des finances, par ma voix, sollicite auprès de l'entreprise contractante d'exécuter le plus tôt que possible, dans le délai, ces infrastructures en respectant les normes légales. Nous sommes désolés de constater que certains viennent poser leur première pierre, ils font le soubassement et puis ils disparaissent dans la nature. Quand c'est le cas, vraiment, nous n'allons pas manquer d'appliquer la loi sur qui que ce soit. Au nom de la laborieuse population de Kerouani, les autorités préfectorales ont rendu un vibrant hommage au général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir pour le développement harmonieux de la Guinée, sa patrie. Même réalité du côté de Dabola et Kissidougou, ce qui va contribuer à l'amélioration des conditions de travail. L'idée ayant motivé la construction de cette trésorerie est favorablement accueillie. Ibrahima Oulenfofana nous donne les détails. Kissidougou, l'une des préfectures bénéficiaires d'infrastructures sous l'ère CNRD. Cette pose de la première pierre du bloc administratif de la trésorerie préfectorale en est une illustration. La mise en œuvre du projet dénote de la volonté politique du chef de l'État à offrir un cadre de travail aux administrateurs locaux. L'infrastructure comportera les bureaux et le logement du trésorier. Ce moment symbolise le début d'une aventure collective portée par l'ambition du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de doter nos préfectures d'infrastructures modernes, fonctionnelles et adaptées pour l'amélioration des conditions de travail des administrations publiques à la base. Au niveau du bloc administratif, vous avez 5 bureaux, plus le bureau du directeur préfectoral de la trésorerie, y compris un caveau sous-sol. Au niveau du logement, vous avez 3 chambres, 3 douches, et salon, bienderie et de la terrasse et de la cuisine. C'est la première fois depuis 1958 que Kissidougou puisse avoir un trésorier public et sa résidence. Ça, c'est tout juste pour remercier le chef de l'État, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, qui nous a aidés. De Kissidougou, nous voici à Dinguiraï. Là aussi, les autorités ont procédé à la pose de la première pierre de la trésorerie. Le projet consiste à redorer le blason du secteur de l'économie et des finances. Le bureau doit comporter 5 compartiments, 2 douches. Le logement également viendra se greffer à cela. Ensuite, l'aménagement dans l'intérieur de la cour. Un projet qui a un délai d'exécution de 12 mois. La cérémonie s'est bien déroulée et à la satisfaction de tous les Dingaraïka qui nous demandent
que de nouvelles infrastructures, parce que le peu d'infrastructures que nous avons ici sont tous vétustes et méritent d'être rénovés ou reconstruits. Ces édifices publics, une fois construits, vont permettre de renforcer les capacités opérationnelles des administrateurs locaux des préfectures respectives. Il faut préciser que la moyenne Guinée n'est pas exclue. L'élan du développement se fait remarquer dans certaines préfectures. C'est le cas de Tougué et l'Eluma. Cette avancée notable vient confirmer la refondation tant prônée par les autorités du pays. Sarafdine Diallo, Nabila Kamara. Depuis l'avènement du CNRD, la refondation est devenue une réalité dans les préfectures de Tougué et l'Eluma. Dans ces localités, plusieurs infrastructures sont réalisées ou en cours, comme les constructions de ces trésoreries lancées par le ministère des Finances à travers le budget national de développement. Je voudrais inviter l'entreprise à respecter scrupuleusement le contenu du cahier de charges et le délai contractuel de réalisation des travaux. Nous nous engageons à respecter le cahier de charges composé d'un bloc administratif, 4 bureaux, une salle de réunion, un magasin, 2 toilettes, 2 terrasses et le logement pour les travailleurs. À Tougué comme à l'Eluma, ce lancement des travaux du projet est un ouf de soulagement et d'engagement pour les autorités et les trésoriers préfectoraux ainsi que les citoyens de ces différentes localités. Avec la volonté politique du président de la République générale Mamadi Doumbouya, nous sommes très contents parce que à travers l'infrastructure là, vraiment nous allons commencer à faire des bons travail. Les fonctionnaires et toutes les populations de l'Eluma remercient l'ensemble des membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances. La construction de ces édifices constitutifs des bureaux et logements nous est offert. Ce projet phare du gouvernement de la construction de ces bâtiments administratifs et de logements dans tout le pays vise à améliorer les conditions de travail pour un meilleur résultat au bénéfice des citoyens de l'arrière-pays. Sur tout autre plan, adaptation au changement climatique, Fourikaria, éventuellement, peut être le bon élève. Les communautés viennent de recevoir un important lot d'équipements agricoles, une manière de les accompagner dans la production, devenue de plus en plus difficile à cause des caprices de la nature. Mamadou Alpha Baldé, spécialiste maison. Dans les communes rurales de Benti et Farmouria, la destruction de la mangrove et la montée des eaux salines constituent un frein certain à la production locale. Zone agricole par excellence, les conséquences des changements climatiques sont déjà perceptibles sur le terrain. Pour accompagner les communautés et renforcer leur résilience, Guinée Écologie offre divers équipements aux populations de ces deux localités. L'idée, c'est de conserver les mangroves, c'est-à-dire de promouvoir les bonnes pratiques pour la protection de l'environnement. Et à côté de cela, on doit aussi accompagner les communautés dans le développement des activités génératrices de revenus. En plus du matériel agricole, des semences améliorées sont aussi remises aux communautés. Les risques liés au réchauffement climatique sont évoqués et la promotion de l'éco-citoyenneté encouragée. Avant, on n'a pas beaucoup de matériel, mais aujourd'hui, on a gagné beaucoup d'infrastructures qui peuvent être mises en valeur pour pouvoir bien faire notre bas-fond. Bien utilisé et organisé de telle manière qu'il n'a pas perdu. On a beaucoup souffert à Benti, nous les femmes de Benti. Vraiment, je suis très contente de Guinée Écologie. Avec cet accompagnement, Guinée Écologie et ses partenaires comme le partenariat régional pour la conservation de la zone marine côtière PRCM compte accompagner le gouvernement dans sa lutte pour la protection des écosystèmes et la réduction des impacts du réchauffement de la planète le long du littoral. Mars, mois de la femme. Bonne nouvelle pour celles qui entreprennent et recherchent du financement pour leurs activités. Ecobank lance la version améliorée de son programme Éleveur. Il accorde des prêts non garantis allant jusqu'à $50 000. Carlos Mangalo pour plus de compréhension.
Sur le chemin de l'émancipation économique des femmes, l'accès au crédit avec un faible taux d'intérêt est un atout majeur, une solution qu'encourage le gouvernement. À travers son initiative élevée, Ecobank accompagne de nombreuses actrices de développement qui évoluent dans le secteur privé ou qui entreprennent des activités génératrices de revenus. Pour renforcer son engagement en faveur des femmes, la banque lance une version améliorée de son programme Élevé qu'elle baptise Élevé Plus. Chez Ecobank, nous sommes convaincus que les femmes entrepreneurs sont un moteur essentiel de la croissance économique et de la prospérité de notre pays et de tout le continent africain. Élevé Plus est conçu pour aller encore plus loin. Cette nouvelle version du programme propose un meilleur accès au financement, notamment des prêts non garantis allant jusqu'à 50 000 $. Le programme amélioré va aider les femmes à accéder à un crédit jusqu'à un certain plafond sans garantie hypothécaire. C'est une situation vraiment innovante et qui va permettre aux femmes d'oser venir vers les banques. Avec ce programme, toute une stratégie d'accompagnement est aussi mise en place pour encadrer techniquement et financièrement les femmes afin de les aider à conquérir aussi de nouveaux marchés avec le soutien du gouvernement. Lorsqu'une femme réussit dans l'entrepreneuriat, c'est une famille, une communauté et toute une économie qui en bénéficie. À cette occasion, je tiens à féliciter chaleureusement Ecobank Guinée et à exprimer mes sincères remerciements à son directeur général et à toute son équipe pour leur engagement constant en faveur du développement des entreprises dirigées par des femmes en Guinée. La rencontre a aussi donné lieu à des échanges sur la question de l'entrepreneuriat féminin, des moments de partage qui ont mis en lumière les secrets de réussite de nombreuses femmes, mais aussi les difficultés auxquelles elles font face. Les opportunités similaires continuent de profiter aux femmes de Kindia. C'est un nouveau programme pour financer les projets d'autonomisation féminine. Yaya Silla. Tout a commencé ici, dans la grande mosquée de Tafori, dans la commune urbaine de Kindia, vendredi 7 mars 2025, la veille du 8 mars, fête internationale des femmes. Dans la piété, les femmes de Kindia, aux côtés desquelles les autorités régionales, préfectorales et communales se sont particulièrement mobilisées. Les prières ont été dites en faveur de la paix et à la promotion des femmes. Les femmes ont bien répondu, on a organisé le panel et le panel a parlé des 12 points critiques du Beijing 1995. J'ai parlé sur femmes et pauvreté. À l'époque, la pauvreté des femmes, c'était le manque d'instruction. Les femmes n'étaient pas instruites. Dans ce cas, pour combler ça, il y a eu l'alphabétisation, pour constituer des groupements pour les femmes, les aider à se mettre ensemble pour qu'elles puissent réaliser des activités génératrices de revenus. La troisième activité fut les prières dans la paroisse Saint-Roi de Kindia. Avec Père Martin Camara, les fidèles ont mis l'accent sur la grâce de Dieu accordée à la femme. Et notre joie est immense aussi parce que nous avons pu communier avec toutes les femmes du monde et surtout aussi prendre part à cette lutte pour l'égalité des droits. La fête des femmes, célébrée le 8 mars 2025 cette année à Kindia, est une continuité de l'œuvre entreprise par les Hadja Mafori Bangoura, Balia Kamara, Jeanne-Martin Cissé et autres femmes ailleurs dans le monde. Au pays de Paul Kagame, Rwanda, à l'occasion de cette période de pénitence, l'ambassade fait un geste pour la communauté. Des vivres sont mis à disposition par le personnel diplomatique. Ce geste de solidarité s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Guinée à Kigali et de son homologue rwandais, Alpha Isiagaba. Voici un geste qui va rester longtemps gravé dans la mémoire des compatriotes vivant au Rwanda. Ils célèbrent, chrétiens et musulmans, cette période de pénitence aux côtés de l'ambassade. La représentation diplomatique à Kigali, pour communier avec les ressortissants guinéens, offre des denrées alimentaires. La démarche vise à les aider à traverser ce moment de gêne. Au nom de toute la communauté, nous sommes très ravis, solennellement, vivement, pour cette grande initiative de donner des dons
en ce mois béni, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens. Cette initiative est très solennelle et ça marque quelque chose de très grand. Cette journée également indique combien de fois son Excellence Soumaïla Savané, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, près de la République du Rwanda, est très attaché à sa communauté. Et cela est également en conformité avec la vision du chef de l'État. En posant cet acte, l'ambassadeur Soumaïla Savané et son équipe contribuent à réduire considérablement les charges pour ces familles guinéennes. Nous prions que ce mois soit un mois de bénédiction pour la Guinée et que toutes les prières de tous les Guinéens et Guinéennes soient exaucées par notre Dieu. On vient de loin, on est dans un pays qui nous a accueillis comme vraiment des citoyens de ce pays. Respectons les lois de ce pays et surtout donnons-nous la main pour faire avancer notre pays qui est la Guinée. Plusieurs centaines de compatriotes ont bénéficié de ce geste de solidarité, une assistance qui va au-delà des simples gestes anodins. Pour l'ambassade, c'est l'expression de l'entraide fraternelle à l'étranger. Retour au pays, Alphonse Aboké pour nous faire comprendre le rapprochement et la solidarité exprimée vis-à-vis des populations sur place. C'est à l'actif du directeur du protocole d'État de la présidence, Ahmed Koumbassa, qui a entrepris une visite dans la région. C'était du 8 au 12 mars 2025. Cette initiative contribue au renforcement de la quiétude sociale. Bakari Bambakonde. La visite de l'ambassadeur Ahmed Koumbassa a débuté par un moment symbolique et spirituel à la grande mosquée de Boké, où une lecture solennelle du Saint-Coran a rassemblé des fidèles musulmans. Ce rassemblement a été l'occasion de prier ensemble pour la paix sociale, le développement durable et la réussite du processus de refondation initié par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. À travers ses prières et bénédictions, l'ambassadeur a renforcé l'importance des idées de pardon, de cohésion sociale et de développement durable qui sont au cœur des préoccupations du chef de l'État. Cet geste dont j'ai vu, vraiment, c'est une geste humanitaire. Je demande au bon Dieu vraiment de pardonner, c'est de se donner la main pour que vraiment les uns et les autres puissent être ensemble. Lors de son séjour à Boké, l'ambassadeur a également eu l'opportunité de rencontrer le Kuntigi de la préfecture de Boké, autorité morale respectée, avec qui il a échangé sur les préoccupations des populations locales et sur la manière dont la Guinée peut, dans son ensemble, contribuer à avancer vers un développement harmonieux et inclusif. L'octogénaire Nyokoro Sanusi Kamara, une figure respectée de la communauté, visiblement ému par la présence de l'ambassadeur Ahmed Koumbassa et de la délégation qui l'accompagne, a exprimé toute sa satisfaction. Kagandé ici, l'autorité morale de Kagandé, parce que on a eu à Boké ici 8 ministres. Regardez comment la ville de Boké est. Il y a eu des préfets de Boké. Qu'est-ce qu'ils sont fichus ici? Mais regardez aujourd'hui Boké, les routes, jusqu'à ça, jusqu'à Kondaboui. Mettez-vous au carrefour, regardez notre préfecture. Alhamdulillah, bien. Alors que les gens sont venus. Et il y a des possibilités pour changer cette préfecture-là, mais ils ne l'ont pas fait. Cette visite du directeur du protocole d'État est un retour aux sources qui incarnent la longue tradition d'échanges et de liens solides que Ahmed Koumbassa a toujours entretenu avec les populations de sa région natale. En initiant des rencontres régulières avec les autorités locales et les leaders communautaires, il contribue activement à la consolidation des relations entre l'État et les citoyens, un effort précieux pour renforcer la paix, l'unité et le développement de la Guinée. Il va crescendo et à juste raison soutient des initiatives présidentielles. Le choix est porté sur des médias pour éclairer l'opinion publique par rapport à la vision du CNRD. Cette option a été dévoilée à l'occasion d'une conférence de presse. Aboubakar Junior Kamara. Les mouvements de soutien au président de la République se multiplient à travers le pays.
Pour apporter leur soutien à l'homme du 5 septembre 2021, plusieurs options sont expérimentées. Le mouvement des engagés pour la réussite de la transition choisit les médias pour expliquer les acquis et la vision du gouvernement du général Mamadi Doumbouya. Je voudrais, Guinéennes et Guinéens, vous demander à tous, sans distinction d'opinion, de soutenir l'ère de la refondation prônée par le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées. La refondation est bel et bien possible en Guinée, mais de façon résolue et progressive. Cette conférence de presse est mise à profit pour expliquer aux médias les projets du programme de développement enclenchés dans tous les secteurs du développement en Guinée. Plus de 200 partis politiques et plus de 1000 organisations de la société civile, nous avons été des milliers à vous solliciter pour appeler à porter votre candidature à l'élection présidentielle prochaine. Je vous avoue que nous ne voyons pas d'autres candidats crédibles, tant notre principale préoccupation était de faire aboutir cette transition dans la paix et la stabilité. Le mouvement des engagés pour la réussite de la transition décide d'accompagner le président de la transition dans tout le processus jusqu'à la victoire finale. Sport Ligue 1 de football, la 11e journée se joue ce week-end. Parmi les affiches, le Classico entre l'AS Kaloum et le Rorail AC. C'est ce samedi 15 mars au stade Petit Souri de Nongo. Chaque entraîneur mesure les enjeux de la rencontre. Abdoulaye Diallo. Peu importe l'état de forme de l'AS Kaloum ou du Rorail AC, le match entre les deux équipes est une croisade de prestige pour le football guinéen. Un Classico, ça se gagne parce que c'est des matchs les plus intéressants et c'est des matchs de référence, que ce soit pour l'entraîneur, que ce soit pour les joueurs. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique et que demain, on va le préparer ce match, plus sur l'aspect tactique et mental, parce que l'AS Kaloum sait jouer ce genre de match. Au classement provisoire, les Rouges et Blancs de Matam occupent la 2e place avec 19 points et les Kaloumistes sont 10e avec 13 points. Les deux équipes restent également sur des succès lors de la 9e journée. À l'orée de ce derby, Noum Diané ne se met aucune pression. C'est pas Kaloum, c'est pas Afia, ça n'a rien à voir. Tous les matchs qu'on joue, on est en train de préparer ces jeunes-là à ça sur le plan mental. Déjà que ce soit des joueurs vraiment des guerriers sur le terrain. Pour des raisons de sécurité, la Ligue, en accord avec l'ASK, a délocalisé ce match au stade Petit Souri de Nongo. L'invite est faite au public d'observer le fair play pour mieux profiter du spectacle. Nous privilégions l'événement, c'est un événement et que la sécurité de tous ceux qui participent à l'événement est un souci majeur pour la Ligue. Je demande à tout le monde de venir avec un esprit de fair play 1000% parce que au-delà de tout ce qu'on dit, c'est des Guinéens qui jouent contre des Guinéens, c'est des frères qui jouent ensemble, c'est des jeunes qui se connaissent. Les 19 derniers classicos qui ont opposé l'AS Kaloum au Rorail AC se sont soldés en faveur du HAC qui totalise 9 victoires et 3 défaites. Pour l'exercice précédent, l'ASK avait gagné 1-0 à Yorokogia avant le nul ouvert au match retour. Ce samedi, le public du stade Petit Souri aura droit à des retrouvailles. À titre illustratif, Ibrahima Souri Sankon et Sekou Keita seront face à leurs anciens coéquipiers du Rorail. On se quitte sportivement, belle ambiance de football avec le Classico guinéen. L'actualité évolue sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.